Salut tout le monde! Podcast Bulletin sportif. La dernière de la saison 23-24. Je m'en garde une dans la manche. Peut-être qu'il pourrait en avoir une autre. Juste pour terminer, je me garde l'option. Et je vous la garde parce que si j'en fais une dernière, ça va être une très spéciale. Parlant d'émission spéciale, on en a une aujourd'hui. Je vous reviens sur les détails de tout ça avant d'entrer dans le vif du sujet du podcast de cette semaine. Je vous raconte vite ce que vous pouvez lire sur le site de Bulletin sportif. L'histoire de la fermeture potentielle, on va la mettre potentielle, même si elle a été annoncée, la fermeture du programme de hockey masculin D2 des Stingers de Concordia. En fait, pas des Stingers parce qu'on ne peut pas les appeler comme ça, de l'équipe de Concordia. L'équipe des deux ne peut pas avoir le nom des Stingers, ce n'est pas une équipe varsity. Bref, tout ça pour dire que ce programme-là qui a été lancé il y a 3 ans, on a annoncé sa fermeture. Et évidemment, je me suis intéressé à la chose. Pourquoi ça fermait? Qu'est-ce qui se passait? Une histoire qui, à la base, peut sembler particulière, mais explicable. C'est-à-dire qu'une équipe de division 2 comme ça ne peut pas être une équipe, comme je vous disais tantôt, varsity, donc ne fait pas partie du groupe des équipes officielles universitaires, donc pas prises en charge par le département des sports de l'université. Ce qui fait que pour exister et avoir un statut au sein de l'université, excusez-moi, il faut qu'elle ait le titre, le statut de club. Et un club, c'est un club social, en fait. Ça s'adonne qu'eux font du sport et c'est quelque chose d'assez normal là, dans un paquet de sports. Le flag football, c'est pas juste à Concordia en passant, c'est partout, mais les équipes de flag football sont à peu près toutes des clubs dans leurs universités respectives. Pour vous donner une idée, ce qu'on apprend, c'est que l'équipe a perdu son statut de club et perdant son statut de club, n'aurait même pas dû jouer cette saison, sa saison 23-24, donc dans la division 2. Et à cause de ça, la saison finit et on annonce qu'il n'y aura pas de saison prochaine, il n'y aura pas de camp ce printemps pour évaluer les joueurs potentiels qui feraient l'équipe et pas d'équipe l'année prochaine. C'est une chose. Mais pourquoi ont-ils perdu leur statut? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là qu'on entre dans des dédales assez spéciaux. On pourrait penser, et ce qu'on s'est fait expliquer, là, ce que je me suis fait expliquer par le directeur Darcy Ryan là-bas, c'est qu'avant, ils avaient leur statut, ils ont perdu leur statut parce qu'on a arrêté de leur donner le droit d'être aidés ou en tout cas chapeautés administrativement par l'organisation, par la direction des sports, les règles ou les statuts d'un club selon les principes de l'association étudiante de Concordia, qui est l'organisme qui détermine si un club peut obtenir, j'arrête pas d'utiliser le mot statut, mais c'est ça, peut obtenir son statut de club. C'est l'association étudiante qui accepte ou non tout ça. Et selon les principes, il faut que ce soit géré complètement par les étudiants. Et ce qu'on apprend, c'est que selon le directeur Darcy Ryan, les étudiants auraient dû le savoir, devaient le savoir. Les étudiants athlètes qui font partie de l'équipe et à qui j'ai parlé, on dit on n'a jamais entendu parler de ça, que c'était nous qui devions gérer le tout. Bref, il semble là, y avoir ici une mauvaise communication. Soit on ne s'est pas compris, soit il y a des gens qui disent pas toute la vérité. Donc, il y a cet élément-là qui entre en ligne de compte. En plus, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des éléments à considérer parce que l'association étudiante de Concordia exigerait plus d'inclusivité, de diversité dans le processus, si on veut, pour pouvoir avoir accès à faire partie du club qui est l'équipe de hockey D2 de hockey, justement, qu'on ne voudrait plus dire qu'il n'est que masculin. Donc, n'importe qui pourrait avoir le droit d'y entrer. On va attendre de savoir, parce qu'au moment où j'enregistre, je n'ai pas l'information encore, mais il y a une rencontre qui est prévue entre des étudiants, joueurs de hockey et l'association étudiante pour essayer de clarifier le tout. Bref, je vous invite à aller lire les articles. À date, j'en ai écrit 2, mais il y en a un troisième pour clarifier le tout suite à la rencontre entre les étudiants et l'association étudiante. Donc, pour voir ce qui va se passer avec le programme des deux à Concordia. Une histoire spéciale, comme je vous dis, intéressante à suivre, qui ouvre
la porte, en tout cas, à avoir certains malfonctionnements, ce qui est normal. Là, on débute la création de cette ligue, mais bref, c'est pas parti sur les chapeaux de roue, tout ça. Donc, voilà, je vous invite à aller lire les articles à ce sujet. Je reviens maintenant à ce qu'on fait aujourd'hui, ce que je vous présente aujourd'hui. Une table ronde sur la situation du hockey féminin au Québec. On vient de finir la saison, on vient tout juste de finir la saison de l'équipe montréalaise de la LPHF. Donc, on a avec nous des gens qui sont très, très, très impliqués dans le hockey féminin au Québec, qui vont venir nous donner un portrait de la situation, ce qui se passe exactement, quels sont les enjeux, peut-être comment on peut les adresser, ce qui est à faire pour s'assurer d'améliorer le produit, puis de surtout être là pour le pérenniser, développer, montrer qu'on est impliqué à faire avancer ça, le hockey féminin chez nous, le hockey pour les filles, parce qu'il y a des façons de faire, visiblement, qui ne sont pas implantées, qui ne sont pas faites de la bonne façon, ou en tout cas pas complètes. Et il faut adresser ça, Donc, on reçoit pour en jaser, évidemment, Léa McIntyre, notre analyste habituelle et évidemment aussi assistante entraîneur avec les Blues de Dawson. Pascal Dufresne, coach en chef des Titans de Limoilou, championne en titre du collégial D1. Et Isabelle Leclerc, entraîneur-chef des Carabins de l'Université de Montréal, également analyste des matchs de la LPHF à RDS. Donc, des gens qui connaissent amplement le sujet et qui vont en parler assez ouvertement. Merci. Je pense que vous allez apprendre un paquet de choses intéressantes. Et j'invite évidemment les gens du RSEQ et les gens qui sont impliqués de près ou de loin dans le développement du hockey féminin à quelque part. Écoutez ce qui va se dire dans la prochaine heure parce qu'il y a un paquet je pense qu'on touche à un paquet de sujets très intéressants. Il ne me reste maintenant qu'à vous dire un gros merci d'avoir été là toute l'année. Si jamais il n'y en a pas une dernière, c'est la dernière. Un gros merci d'avoir été là toute cette saison. On va revenir évidemment à la mi-août, recommencer évidemment en parlant de football notamment, mais on va parler de tout ce qu'il y a à dire. Bref, vous le savez, il y a en masse de stock qui va se raconter là, mais je veux d'abord vous remercier d'avoir été là toute l'année en plus grand nombre. Donc, c'est super apprécié, la communauté du sport étudiant, les athlètes, les étudiants athlètes, les étudiantes athlètes, les entraîneurs, les parents, les fans. Passez le mot, continuez de passer le mot. Il y a des belles et bonnes choses qui se passent dans le sport étudiant. On va continuer à être là, on va continuer d'en parler. Fait que si on peut juste continuer de grossir la communauté des gens qui apprécient ça pour les bonnes raisons, faites et faisons. Donc, voilà. Merci à tout le monde. Bon show, bon dernier show, puis on se revoit peut-être bientôt. Sinon, à l'automne prochain. Bon été tout le monde. Salut, bonjour. Hockey féminin, je fais un spécial aujourd'hui, chers amis, fans du podcast. Je fais un spécial parce qu'on se fait une table ronde sur la situation du hockey féminin au Québec. Puis on peut le prendre assez large, mais évidemment, il y a tout le temps une portée sport étudiant dans mon affaire, mais on peut le prendre un peu plus large. Puis j'ai rassemblé avec moi 3 personnes, non seulement expertes, mais très impliquées dans le hockey féminin au Québec. Évidemment, Léa McIntyre qui est avec nous tout au long de l'année comme chroniqueuse au hockey féminin. Salut Léa. Salut. Léa, au-delà d'être experte, évidemment, on le sait, assistante entraîneur avec le Collège de Dawson. Isabelle Leclerc, entraîneur-chef des Carabins de l'Université de Montréal, qui ont fini 3e cette année au championnat canadien. Salut Isabelle. Salut tout le monde. Et Pascal Dufresne, entraîneur-chef des Titans de Limoilou, championne provinciale cette année pour la combienième fois? 10e fois. 10e fois, Pascal. Merci d'être là. Salut à toi et bienvenue sur le podcast de Bulletin sportif. Salut à tout le monde. Je vous ai rassemblé pour qu'on puisse jaser de ce qui se passe dans le hockey féminin. On vient d'avoir la fin de la saison au moment où on se parle. Hier, c'était la fin de la saison de l'équipe montréalaise de la LPHF, éliminée malheureusement encore une fois en prolongation par Boston. Isabelle a été aux premières loges pour analyser le tout. On a eu évidemment une super belle saison en hockey universitaire, belle saison en hockey collégial. Il y a des choses qui bougent de ce côté-là. Au niveau du RSEQ, il y a des conversations qui se passent.
pour voir comment on peut développer le bassin de joueuses de hockey. Puis c'est pour ça que je voulais vous rassembler, essayer d'expliquer au monde un peu ce que ça implique. Je vous lance ça comme ça pour commencer. On a très peu de joueuses de hockey, des filles qui jouent au hockey organisées, dont c'est le sport dans lequel elles sont inscrites au hockey au Québec, par rapport à l'Ontario. Et première question, puis je la lance comme ça, puis elle est très large et vaste, mais pourquoi on a si peu de joueuses de hockey chez nous, au Québec, alors qu'on en parle beaucoup, qu'on essaye on s'en vante, on a des Marie-Philippe Poulin. Pourquoi on a si peu de joueuses de hockey inscrites chez nous dans notre structure? Est-ce que c'est notre structure, l'histoire? Qu'est-ce qui fait ça? Léa, je te mets sur le spot pour nous lancer ça. C'est une bonne question. Je me pose la même question que toi aussi, Phil. Je pense que une des raisons majeures, c'est qu'en région, le hockey, on dirait qu'il n'est pas assez bien structuré pour permettre aux joueuses de jouer avec les filles facilement. Je pense, Pascal, tu vas pouvoir en parler plus, mais dans votre coin, là, les joueuses ont beaucoup de routes à faire. C'est difficile. Nous, à Laval, Montréal, ça va bien. Tout est proche. C'est accessible. Mais en région, c'est difficile. Tu joues t'habites dans le bas du fleuve, mais si tu veux jouer dans la catégorie, dans la structure 3A, tu dois jouer à Québec. Donc, ça engage des déplacements permanents. Il faut que tu déménages en région, que tu trouves une pension. Donc, pour moi, ce serait un des enjeux majeurs pour le hockey féminin au Québec. Là. Donc, tu sais, c'est un déplacement, mais même très jeune, là, parce que où est-ce que tu n'es pas encore dans les catégories où il faut que tu te déplaces? Comment vous le voyez, ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui freine, si on veut, juste l'intérêt d'une fille de 7, 8, 10 ans, ou en tout cas, pas une, mais tu sais, d'avoir vraiment un groupe, là, un mouvement où est-ce que tu dis, OK, ça, c'est mon sport, l'hiver, c'est le hockey. Comme pour bien des gars, c'est presque, on ne se pose pas de questions, on inscrit notre petit gars au soccer l'été ou au baseball, puis l'hiver au hockey, on l'essaye. Après ça, on verra bien s'il aime ça ou pas. Comment on va faire pour amener les filles justement à faire ça? Isabelle, y a-t-il quelque chose qui peut aider ça? Il y a une initiative dont je me souviens là, qu'on avait entendu parler dans les dernières années de notre collègue Nathalie Derry, là, qui est une ancienne joueuse éducatrice physique qui est impliquée beaucoup dans le hockey, qui avait démarré un programme à Ville-de-Mercier là, qui s'appelait à ce moment-là les Braves Roses. Puis pour moi, ça m'avait démontré que peut-être ce qui fait que des jeunes filles qui vont s'inscrire au hockey, c'est si on sait qu'on a une offre en hockey féminin, ce qui n'était pas le cas dans les dernières années. Je pense que ça s'en vient de plus en plus, mais on avait une offre plus tardivement en carrière, c'est-à-dire que les jeunes commençaient avec des garçons, puis après ça, passaient au hockey féminin, alors que de plus en plus, là, on a une offre pour commencer dès le bas âge avec les filles. Ça, je pense que ça a un impact majeur pour l'attrait, l'intérêt de joindre à ça, mais aussi la rétention, parce que, on a toujours été meilleur, je pense, dans l'élite que dans la masse. Puis, dans l'élite, on est regroupé avec les filles, puis on le sait que l'aspect social chez les adolescentes est super important. Fait que pour moi, c'est de travailler à aller chercher des jeunes en créant des opportunités de réunir des jeunes, même si c'est plus difficile au début. Mais si je me souviens bien, Nathalie, quand elle avait parti son initiative, elle a peut-être 10 ou 11 jeunes filles, puis au fil du temps, on a construit là-dessus, puis ça s'est parlé, puis il y a des jeunes qui se sont ajoutés, puis d'être meilleur, justement, entre autres pour les raisons qu'énumère Léa, à conserver ces jeunes filles-là à l'adolescence, de par la structure, le voyagement, bien sûr, mais l'aspect social aussi, si on peut réunir les filles ensemble, je pense que c'est ça qui fait qu'elles ont du plaisir et qu'elles veulent continuer à jouer au-delà de la performance et tout ça. Puis l'aspect régional que mentionne Léa, où est-ce que, tu sais, bon, déjà d'avoir des filles puis de les rassembler à un jeune âge, c'est une chose. Si en plus, celles qu'on rassemble, elles ont besoin de voyager énormément. Pascal, justement, tu le vis, tu es à Québec, justement, quand tu te promènes pour ne serait-ce que recruter ces adolescentes-là, peut-être que tu as voyagé plus, justement, pour les trouver, je ne le sais pas. Comment justement, tes observations par rapport à ça, vraiment cette base-là très jeune? C'est assurément, là, je pense que Léa a touché au bobo majeur. Là, la proximité du hockey féminin n'existe pas présentement. Puis là, on parle du 3A élite, mais même le niveau 2A, pour une équipe de Québec, le deuxième niveau féminin va jouer au Lac-Saint-Louis des matchs de saison régulière. Fait que, quand c'est drôle qu'on parle de ça aujourd'hui parce que j'ai un ami à moi que sa petite fille est gardienne de but puis qui me parlait cette semaine. Là, elle arrive à un âge, il faudrait qu'elle aille au hockey féminin, puis il en manque un peu pour faire partie du M18-3A ou du M15-3A. Mais quand on évalue le 2A, ils ne sont pas prêts, eux autres, là, à partir toutes les fins de semaine à des matchs à Montréal, des matchs en Mauricie. Fait que, la proximité du hockey féminin est très difficile. Puis moi, ça fait 20 ans que je suis impliqué, puis une réponse que j'ai jamais eue de personne, c'est
sais, au soccer, on se la pose pas la question, là. Tu t'inscris une fille avec une fille. Tu sais, pourquoi au hockey, on n'est pas dans cette mentalité-là? Tu sais, quand on parle du départ de Jocelyn Thibault qui dit que c'est un champ de mine, là, ben on le vit là, tu sais, dans des décisions très faciles à prendre que les filles jouent avec les pins. Puis je me souviens, Isabelle puis Léa, là, Madame Lemaire à Drummondville qui l'avait fait. Pendant une époque, à Drummondville, tu t'inscrivais, tu jouais avec les filles. Puis là, après ça, ils géraient les exceptions régionales ou les exceptions de talent. Tu sais, on est tous conscients que Marie-Philippe Poulin a joué avec les gars. Ben, t'es genre cas par cas, ces jeunes filles-là. Mais la masse devrait s'inscrire en premier lieu avec les filles. Fait que là, tu parles de recrutement. Ben, c'est ça qu'on vit. Là. Présentement, là, quand tu fais du recrutement, ben, on rouvre des dossiers scolaires, des dossiers qui jouent avec les gars midget A, puis c'est éparpillé le hockey féminin au Québec, c'est pas concentré. Là. C'est ça, cette réponse-là, là, va falloir à un moment donné qu'on ait une volonté politique de dire une fille joue avec les filles, en commençant au niveau mag, au niveau novice, au niveau atome, puis je pense que ça aiderait beaucoup si on avait cette volonté-là. Ça si je peux me permettre, Philippe, pour moi, c'est comme le syndrome du hockey, c'est qu'on continue à faire les choses de la façon qu'on les a toujours fait sans se poser de questions. Pourquoi on les fait encore comme ça? Puis j'adore le point de Pascal, c'est qu'à l'époque, 20, 25, 30 ans, quand moi j'ai commencé à jouer au hockey féminin, bon, ça fait peut-être plus que 30 ans, mais il n'y avait pas d'offre du tout. Donc, chez les filles, tu t'inscrivais dans une association, tu étais toute seule. Donc, si tu voulais jouer, on n'avait pas le choix de te permettre pour faire ce sport-là de t'envoyer avec les garçons. Mais cette époque-là est révolue. C'est plus vrai maintenant que dans une association, il y a juste une fille ou dans un territoire, il y en a 2 ou 3. Fait pour moi aussi, je ne comprends pas ce raisonnement-là de donner l'opportunité d'aller jouer avec les garçons, avec les filles. Puis je pense en partie, effectivement, ça aiderait à garder le nombre concentré ensemble, puis qu'on gère des cas exceptionnels s'il y a lieu, puis que ça nuit au développement, au même titre qu'on a fait monter à certaines époques, à certains moments, des jeunes de catégorie parce qu'ils étaient des exceptionnels. Mais même l'époque de Marie-Philippe Poulin, c'est lointain. Là, quand on pense à ça, on est rendu avec une offre de hockey féminin qui est vraiment supérieure à cette époque-là. Oui, puis moi, si je peux embarquer là-dessus, nous, à Laval-Montréal, quand moi, je jouais à Laval, jeune, donc on retourne il y a 20 ans, comme Pascal disait en esprit, nous autres, on était obligés de jouer avec les filles, puis il y avait une gestion cas par cas. Mais là, je regarde ma structure en ce moment des Amazones, ou même un niveau en bas dans le 2A, c'est Laval-Montréal. À Laval, ils sont encore obligés de jouer avec les filles. À Montréal, ils font ce qu'ils veulent. Dans la même structure, on en a des filles. Puis, tu sais, je regarde mes équipes en ce moment. Prenons l'équipe M13-3 qui a gagné le championnat provincial cette année. Ben, si je regarde cette équipe-là qui a gagné, ben, il y a au moins 5 filles de niveau 3A qui jouaient avec les gars ailleurs. Donc, c'est dans la même structure, on n'a même pas capable de s'entendre sur est-ce qu'on vient avec les filles ou on autorise d'aller avec les gars. Donc, ça, c'est vrai que c'est une problématique. Là. Puis on a eu cette règle-là. Moi, la dernière fois que j'ai coaché au hockey mineur, ça fait 16 ou 17 ans de ça, 18 ans peut-être, là, au M18 à l'époque. Puis on avait cette règle-là que les filles devaient jouer avec les filles, à moins qu'elles soient capables à ce moment-là de faire ce qui était, je ne sais plus, c'était du 2A ou du 3A masculin. Sinon, il fallait absolument qu'elle demeure avec les filles. Puis cette règle-là a été retirée quelques années après parce qu'il y a eu des plaintes de parents. Alors, au lieu de dealer au cas par cas avec ces gens-là, on a élargi. Puis là, ça a ouvert la porte à ce qu'on vit en partie aujourd'hui. Est-ce que l'arrivée de quelqu'un qui va prendre en charge le hockey féminin à Hockey Québec va ouvrir ça? Est-ce que c'est ça son mandat d'aller essayer? Puis tu as parlé un peu de ça rapidement, Pascal, en disant, bon, Jocelyn Thibault qui quitte parce qu'il y a toutes sortes de guéguerres à toutes sortes de places. Mais est-ce que ça fait partie d'un mandat de s'assurer qu'on ait du hockey féminin, mais hockey féminin vraiment installé partout dès la base dans toutes les régions possibles? Est-ce que ça, c'est la clé pour se créer un bassin qui a du bon sens? Ben, assurément. Pour avoir travaillé depuis plusieurs années ces programmes d'équipe Québec, les gens ont toutes des bonnes intentions. Il n'y a pas personne à Hockey Québec qui avait des mauvaises intentions, sauf que c'est des gens qui chapeautaient des dossiers du hockey masculin parallèlement avec le hockey féminin, puis qui essayaient de faire des choses qui se ressemblent. On va faire le même genre de camp, on va offrir le même genre de service. Puis, cette mentalité-là, qu'il faut qu'il tombe. Là, le hockey féminin, moi je le dis, là, oui, c'est du hockey, il y a le mot hockey, mais il y a des différences qu'on doit admettre.
dans la façon de faire, dans la façon de penser, puis d'avoir une nouvelle direction du hockey féminin, puis un département du hockey féminin à Hockey Québec est un pas de géant. Là. Moi, je suis super content là, des 3 personnes qui sont en place là, l'arrivée de Stéphanie, puis les 2 autres, là, Catherine et Camille. Je pense que ça va juste aider justement à avoir une réflexion. On verra pas de résultats immédiats. Il ne faut pas mettre de la pression sur ces gens-là. Là. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Mais je pense que dans les prochaines années, on va commencer à avoir une conception un peu différente du hockey, puis de la façon de faire dans les régions, la façon de faire dans les tournois, dans l'organisation des événements, etc. Je pense que il y a des modèles à suivre à travers le Canada puis en Amérique du Nord, puis qu'on doit peut-être échanger là-dessus. Mais on va commencer le travail avec eux. Mais oui, c'est une excellente nouvelle. Je suis vraiment content de ça, moi. C'est quoi justement cette... si on avait à cibler des différences dans la prise en charge, dans l'organisation, parce que tu l'as dit, du hockey, c'est du hockey. J'imagine que sur la patinoire, à un moment donné, tu apprends à patiner, tu apprends à contrôler une rondelle. Ça, c'est des éléments de hockey, c'est une chose, mais est-ce que c'est dans l'approche mentale? C'est quoi les différences quand tu parles, tu sais, qu'on ne peut pas gérer ou en tout cas approcher le hockey féminin et masculin avec exactement la même approche? Ben, peut-être une petite réponse courte, je vais laisser la parole aux autres, là, mais pour moi, le hockey féminin est un sport d'événement. On le voit, l'engouement là, du professionnel. Là, c'est toujours des événements, le hockey féminin. Moi, à toutes les fois qu'on réussit à rassembler du monde une fin de semaine, de faire un événement, c'est là qu'on voit l'engouement du hockey féminin. C'est une façon de penser qui est un peu différente. En Ontario, ils travaillent beaucoup sur la formule de showcase, sur la formule de rassembler tout le monde. Là. Nous, on participe à un tournoi, il y a 70 équipes là, durant une fin de semaine. C'est souvent cette manière de faire-là, puis que nous, au Québec, ben, on essaie de copier le modèle des tournois sur 3-4 jours de hockey féminin, de hockey masculin. Fait que, je pense que ça, c'est une manière que moi, j'ai vu beaucoup ailleurs, là, l'événementiel, des showcases, d'associer l'universitaire qui vient jouer un match de promotion dans une région. C'est tous des petits pas qui font qu'on fait connaître le hockey féminin. Puis je pense qu'il faut penser un petit peu comme ça au niveau événementiel, là, d'avoir une structure de hockey féminin. Vous le voyez comment, vous autres, Isabelle, Léa, justement, Pascal, les Titans ont joué un match au Colisée, pas au Colisée, mais au Centre Vidéotron à Québec, en marge d'un match junior. Est-ce que, justement, est-ce que les Carabins ou Dawson, ou peu importe quelle équipe, a un rôle à jouer, justement, ou en tout cas a un leadership à prendre, d'aller essayer de se positionner puis jouer des matchs comme ça à l'intérieur d'événements, puis essayer de créer ces choses-là, ou en tout cas de s'insérer dans ces événements-là? Je pense qu'on a tous une responsabilité justement de créer des événements. Puis le point de Pascal est excellent parce qu'on voit que, tu sais, on a souvent dit que le hockey féminin, avant que les médias s'y intéressent, il va falloir qu'il y ait des gens qui suivent ce sport-là. Mais je pense qu'on vient de voir complètement l'opposé. C'est-à-dire que si on le fait connaître, si on le montre, s'il devient disponible, si on en parle, bien, de plus en plus de gens vont s'y intéresser puis vont se déplacer. Puis, entre autres, l'initiative là, de jouer au Centre Vidéotron, bien, c'en est une. On en a entendu parler dans les médias. Bien, tout ça, ça fait que là, il y a des gens qui se déplacent, puis on crée un engouement, puis on crée un intérêt qui est plus grand, au même titre qu'on le voit avec la Ligue professionnelle en ce moment. Puis pour moi, ben, tu sais, je pense que qu'est-ce qui est marquant entre le hockey féminin et le hockey masculin, en tout cas, à ce jour, peut-être la Ligue professionnelle va changer ça, c'est que le haut de la pyramide se passe en milieu académique, en milieu scolaire, ce qui n'était pas le cas du côté masculin. Fait que c'est une mentalité différente, c'est un objectif différent de ligne. Puis ça, ben, je trouve qu'on n'en tenait pas suffisamment compte à certains moments. Puis espérons justement cette nouvelle direction Hockey Québec va nous amener peut-être ce qu'ils ont du côté de l'Ontario depuis des lunes. Là, aussi longtemps que je suis impliquée dans le hockey, en Ontario, il y a une association de hockey purement féminin. On n'est pas à ça encore au Québec, mais d'avoir une division qui s'occupe du hockey féminin avec des gens qui sont impliqués dans le milieu, qui connaissent la réalité, quelle qu'elle soit, mais ça, je pense que ça ne peut pas nuire, bien au contraire. Est-ce que, justement, là, maintenant, parce que là, on parle de, justement, ce que ça pourrait prendre pour créer cette base-là, vous, dans votre position actuelle, vous avez à recruter, bien évidemment, pas exactement au même niveau, mais Léa et Pascal, parce que vous allez recruter au niveau des équipes M18, des filles qui sortent du secondaire pour les amener au niveau collégial. Isabelle, évidemment, tu observes ça, c'est sûr, parce que c'est des filles que quelques années plus tard vont venir probablement ou possiblement joindre des rangs d'équipes universitaires. En ce moment, est-ce que vous êtes capable, puis pas juste votre équipe, mais quand vous le regardez sur un sens plus général, est-ce que le hockey collégial a assez de monde
justement, assez de filles pour dire on va se faire des ligues solides. Puis là, on le voit justement, là, on avait 7 équipes en D1, on tombe à 6, on est maintenant à 6 équipes en D2. C'est quoi qu'est-ce qu'on veut faire avec tout ça? Puis les gens qui disent hey, ça nous prendrait plus d'équipes pour avoir des ligues encore plus intéressantes à regarder avec plus de volume et tout. Puis on parlera du côté universitaire après, mais déjà le côté collégial, en ce moment, là, quand vous dites, par exemple, on ne pourrait pas en faire plus, ou s'il y en avait de plus, est-ce qu'il faut les envoyer en D2 pour commencer? Est-ce qu'il faudrait avoir 10 équipes en D2 pendant qu'on en a 6? Si on n'était pas grossir quelque chose, c'est-tu le D2? Comment vous voyez tout ça, là, est-ce qu'il y a besoin d'avoir une croissance de 1? Puis est-ce que je parle à court terme ou même moyen terme? Donc, comment vous voyez ça? Est-ce qu'on est capable là, de montrer, de donner encore plus d'offres? Puis est-ce qu'avoir plus d'offres au niveau collégial, ça va aider à créer la base? Oui. Si je regarde, il y a 5-6 ans, on était 9 équipes dans le circuit collégial. L'année prochaine, on tombe à 6. Je pense que juste d'avoir retranché 3 équipes va peut-être avoir un impact. J'ai hâte de voir à quel point ça va avoir un impact, mais c'est quand même 23 filles de moins qui ont besoin d'être recrutées par année parce qu'il y a une équipe complète qui n'est pas là. Donc, je pense que il va peut-être avoir une différence au niveau des joueuses, de où on va les chercher. Je regarde notre recrutement des 2-3 dernières saisons. Ben, on allait chercher des joueuses en France. Cette année, il devait y avoir une dizaine de filles de France dans le circuit collégial. Il y a des filles il y avait des filles de l'Ontario. Il y avait des filles des Maritimes. Donc, je pense que ça, on aurait peut-être plus besoin d'aller en chercher autant à l'extérieur pour combler nos places dans nos équipes. Donc, pour le développement du hockey féminin au Québec, je pense que c'est quand même une bonne chose qu'on coupe une équipe comme ça si on veut vraiment développer notre élite. Puis moi, je pense qu'au niveau du D2, ben, ça donne des opportunités à des joueuses. Puis ça donne le goût à des joueuses de continuer à jouer au hockey aussi après leur secondaire. Fait que si c'était juste de moi, ouvrant des équipes des deux, là, le maximum de joueuses qui peuvent jouer au hockey puis continuer à jouer à cet âge-là, pour moi, c'est des opportunités qui sont importantes là, pour elles. Parce que c'est un élément aussi, là, c'est ça, de dire une fille qui fait le choix de jouer au hockey, elle a 10-12 ans, il faut qu'elle continue d'avoir des options pendant l'adolescence. Isabelle en a parlé tantôt avec cette socialisation-là. Mais pour en faire, parce que souvent, c'est des athlètes, peu importe dans quel sport, puis go filles, souvent, c'est des athlètes qui finissent par faire le choix du sport qu'ils aiment le plus ou dans lequel ils se sentent le mieux pour X raisons. Mais notamment, une de ces raisons-là, c'est est-ce que j'ai une option plus loin? Si ça arrête à 13 ans de jouer, puis après ça, je ne peux plus jouer, ou 17 ans, ou 20 ans, peu importe c'est quoi l'âge, là, peu importe le sport, ça se peut que j'en choisisse un autre. Le fait qu'il y ait des opportunités en hockey, point, au collégial, ben, fait peut-être en sorte qu'il y a des filles qui vont choisir ce sport-là au lieu d'aller en faire un autre. Exact. Mais moi, je suis vraiment déchiré avec ce dossier-là. Là. Il y a une partie de moi qui dit oui, 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 puis il y a une partie de moi qui c'est vraiment ses freins. Je suis super honnête là-dedans. Moi, je trouve que l'ensemble du dossier, il faut parler de la parité dans le sport, puis il faut parler de la différence, puis Léa l'a très bien dit, il faut qu'il y ait une différence entre le D1 et le D2. Il faut qu'elle soit claire, il faut qu'elle soit sans équivoque. Puis là, je vais embarquer, moi. De dire, le D1 a un offre de service d'élite pour les joueuses d'élite avec un ratio d'entraînement puis un programme de développement. Puis, je pense que le RSEQ est rendu là de s'asseoir autour d'une table puis dire c'est quoi le plan de développement du collégial D1 puis c'est quoi l'offre de service D2. Pour moi, je suis d'accord avec Léa, du D2, il peut en avoir, mais ça faut que ça soit différent du D1. Tu peux pas être le même. Puis là, présentement, on a des athlètes qui nous disent ben, je vais rester D2. Si vous ne m'offrez pas plus en D1, j'ai le même nombre de pratiques, puis je suis proche de la maison, puis la proximité est là. Ça fait que, tu sais, il n'y en a pas 50, sauf que les 20 qui te répondent ça, ben, ils ne jouent pas D1 présentement, puis ils ne sont pas dans le bon calibre. Fait que, tu sais, ça, puis c'est un peu le débat, on en parlera tantôt d'universitaire, mais, tu sais, moi, je suis vraiment déchiré entre présentement, là, tu nous as dit de voir plus large. Ben, moi, aux prochains Olympiques, là, à part des biens puis Poulain, là, des Québécoises qu'on a développées dans les 7-8 dernières années qui vont cogner à la porte du programme olympique, j'ai de la misère à les nommer. Là. J'ai de la misère à les nommer. Peut-être qu'on s'est éparpillé un peu dans la façon de développer nos athlètes d'élite. Puis, là, j'ai mon chapeau de coach D1, mais il faut qu'on soit capable de mettre l'énergie pour développer des bonnes athlètes dans des bons programmes. Puis, Hockey Québec est dans la même discussion. Là. On a beaucoup trop d'équipes M18-3, 8
puis Léa va être d'accord avec moi, là, 8 équipes, c'est beaucoup trop. Il n'y a pas de parité dans ce niveau-là non plus. Nos meilleurs joueurs s'expatrient, s'en vont jouer aux États-Unis, s'en vont jouer dans les prep schools de ce monde parce que l'offre de service n'est pas intéressante pour l'élite. Fait que tu sais, comme, je sais pas si tu comprends un peu que je suis un peu déchiré tout le temps dans oui, j'en veux, puis je veux le bien de tout le monde, puis je veux qu'on ait des équipes, mais on oublie nos athlètes de pointe, puis présentement, on n'est pas capable de les encadrer puis leur faire une offre de service intéressante. Bien, c'est intéressant ce que tu amènes parce que, puis ça, tu sais, l'aspect que ce qu'on voit en tant qu'observateur, peu importe, là, ce qu'on voit, c'est toujours l'élite. Et on a l'impression qu'il faut donner plus d'élite pour satisfaire les gens qui en regardent, mais en réalité, former, développer l'élite, ça se fait d'une façon, puis gérer la masse, c'est une autre affaire. Puis, un se nourrit de l'autre, là, mais de l'autre côté, en même temps, ça ne se traite pas de la même façon. Fait que pour les gens, dire qu'il n'y a pas assez d'équipes, c'est une chose parce qu'ils voient le D1, parce qu'ils voient l'universitaire, parce qu'ils voient peut-être le prep school, mais après ça, comment on met ensemble cette élite-là, comment on fait en sorte qu'on leur donne une bonne offre, puis comment aussi on donne une bonne offre à celles qui ne sont pas là pour être l'élite, ou peut-être ne sont pas rendus à être l'élite, vont peut-être l'être dans 2 ans, ils ne sont pas rendus là, puis c'est pas leur besoin. Tu sais, il y a tout ça là-dedans. Tu as effleuré le prep school. Moi, je trouve que c'est un autre élément où est-ce que j'ai l'impression que dès que quelqu'une embarque dans le volet prep school, c'est un peu comme si on les perdait dans notre système. C'est la voie pour sortir du système. Donc, dès que quelqu'un est là, c'est difficile de les ramener. Isabelle, je ne sais pas comment tu vois cet aspect-là, justement, de faire attention à notre élite, la traiter de la façon dont l'élite doit être traitée avec tout ce que ça implique de rigueur d'entraînement et de structure d'encadrement versus justement offrir le maximum d'opportunités. Je ne sais pas comment tu vois cet aspect-là. J'ai l'impression que quand les gens réclament de nouvelles équipes, c'est parce qu'ils voient qu'il y a des joueuses qui connaissent de leur entourage, qui ne trouvent pas d'endroit pour aller jouer, par exemple, à la suite de leur parcours collégial pour entrer à l'université. Alors, tout de suite, on réclame des nouvelles équipes. Mais je pense qu'un peu à l'image de ce que Léa et Pascal disaient, ce qu'on a besoin, c'est une offre de service pour l'ensemble des gens qui jouent pour pas que tu arrives à 17 ans, 18 ans, 20 ans, puis tu sois obligé d'arrêter de jouer quand tu as joué toute ta vie, mais que ce soit dans le niveau nécessaire. Alors, je pense pas qu'on a besoin d'augmenter l'élite. Je pense qu'ils l'ont bien exposé, tant dans le M18 que dans le collégial. Bien, on s'en va plus vers l'idée d'aller chercher une parité puis de réduire le nombre d'équipes, mais il faut quand même garder une offre de service. Puis c'est ce qui est intéressant au collégial actuellement, qu'on a une offre des deux, mais comme le dit Pascal, là, présentement, les gens choisissent basé sur une question de territoire. Puis, tu sais, ça, on a encore un problème tant qu'à moi au niveau collégial d'avoir des régions où est-ce qu'on n'a pas d'équipe. Puis, si tu veux jouer, il faut que tu changes complètement de région. Fait que ça vient teinter les choix. Fait qu'effectivement, il faut avoir une offre de service pour toutes celles qui veulent continuer à jouer pour qu'elles puissent continuer à le faire. Tu sais, on a juste regardé au niveau collégial, je ne sais pas si c'est encore le cas en ce moment, je n'ai pas vérifié, mais je me souviens qu'il y avait une équipe D3 au cégep André Laurando, ou D2, D3, il y avait un troisième niveau, alors qu'on arrive à l'université, puis si tu n'es pas capable de faire une des équipes qu'on a ici, ben c'est terminé. Mais c'est jeune en maudit pour arrêter de jouer. Tu sais. Puis je ne dis pas que ces joueuses-là vont faire les Olympiques, mais certaines pourraient, à retardement, se qualifier éventuellement pour une équipe universitaire D1 ou bien tout simplement continuer à jouer dans sa vie parce que, tu sais, oui, on stagne au hockey féminin avec un nombre de participants, c'est parce qu'on a de la misère à en intégrer des nouvelles, mais on en perd plein en haut aussi. Fait que, tu sais, il faut être prudent quand les gens demandent de racheter constamment des équipes. Puis regardez, on le voit déjà, la Ligue professionnelle vient de commencer. Les gens disent, ça prend une autre équipe, mais on n'en est pas rendu là, tu sais. Fait que c'est vraiment de freiner ça, puis espérons que, justement, les gens qui sont en place à Hockey Québec, là, qui créent une nouvelle direction de hockey féminin, vont aider aussi à orienter dans ce sens-là, même de travailler en collaboration avec les gens du RSEQ pour arriver à créer quelque chose qui est un peu plus logique, selon moi. Mais justement, il y a quand même aussi le fait que il y a une élite qui existe, mais que, comme je disais, qui sort un peu des cadres. On les perd, c'est des Québécoises, là. Ils sont là, on les perd parce qu'elles veulent prendre le chemin qui va les mener à la NCAA, c'est comme ça. Puis c'est correct, là, en passant, c'est très légitime de vouloir le faire, là, c'est bien correct, mais la réalité, c'est qu'en tant que structure, tu ne peux pas structurer tes affaires pour faire en sorte que tout le monde en sorte. Tu veux les rassembler le plus possible. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour dire OK, celles qui choisissent le chemin du prep school, vous allez, je ne sais pas, compétitionner davantage avec nos équipes collégiales. Y a-t-il quelque chose à faire pour dire, tu sais,
les mettre un peu plus ensemble, qu'on les voit un peu plus ensemble, puis ça se fait peut-être à plus bas niveau, je ne le sais pas, c'est là que je tombe dans un domaine que je ne connais vraiment pas, là, mais est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour dire on va trouver une manière de les garder ici le plus longtemps possible, puis leur offrir le chemin de ce qui se passe ici le plus longtemps possible? Et je vais garder ma question d'après pour après, mais est-ce que ça, vous le voyez comme un besoin ou en tout cas quelque chose qui doit se faire? Moi, j'en ai plein de solutions, mais ils ne peuvent pas les appliquer. Pourquoi? Pourquoi, c'est ça. T'sais, moi, j'ai toujours dit coupons-leur des services. Hein. C'est comme à la base de tout. Là. Ils ont tous les services. On les encadre sur les programmes d'Équipe Québec. On leur donne. Moi, quand j'étais allé au Jeux du Canada l'année passée, j'avais 9 filles qui ne jouaient pas dans le réseau. Là. Réseau québécois. Quand je parle de réseau québécois, là, c'est RSEQ puis LHEQ. Fait que, j'en avais 8 ou 9. Là, c'est majeur. Là. Qu'on leur a donné des camps d'été, des structures. L'Institut national là, pour donner des formations en psychologie du sport, en nutrition à tous ces athlètes-là, que finalement n'ont aucune retombée sur le hockey québécois. Quand je vous dis c'est une question de volonté, moi, si tu me nommes entraîneur et tu me dis Pascal, ils sont pas au camp, fonctionne avec les autres, on va fonctionner avec les autres. Fallait 1 an, fallait 2 ans, puis tu as touché un point tantôt. Moi, je le dis, là, les M18 de Stansted et Bourget de ce monde, mais amenez-les dans la LHEQ, ça va durer 2 ans. Là. Oui, les 2 premières années, ils vont gagner parce qu'ils ont établi une structure depuis plusieurs années, mais après ça va se stabiliser, puis les gens vont avoir la même offre de service, puis là, on va dire, finalement, les As, c'est pas si pire. Hein. C'est pas si pire. Je vais rester avec les As. Pourquoi je verrais ma fille à Bourget quand elle va jouer contre les As de toute manière? Là, présentement, ces gens-là ont des voyages dans l'Ouest canadien, ont des tournois aux États-Unis, ils ont plein d'affaires que nous, on ne rivalise pas dans le hockey québécois au niveau des horaires d'entraînement, de pratique de jour. C'est là le débat de dire on a plein d'idées, là, j'en ai plein ma tête, sauf qu'on n'est pas capable de les mettre en place parce qu'on fait du hockey, on revient à ce qu'on parlait au début tantôt, qu'on n'est pas capable de prendre des décisions en hockey, de dire c'est de même qu'on fait les choses. Puis, parce que dans le fond, j'imagine on veut avoir ces filles-là pour avoir une bonne équipe Québec. Mais de l'autre côté, en même temps, ça fait en sorte qu'on entretient des structures parallèles ou marginales, si on veut. C'est ça? Puis, d'un autre côté, ici, ils sont citoyennes québécoises. Exactement. Quand on parle des Jeux du Canada, la fille qui joue sa patinoire extérieure pourrait se présenter au camp. On m'a déjà expliqué ça, que chaque citoyen, fille québécoise qui respecte la norme de l'âge peut se présenter aux Jeux du Canada ou aux Jeux du Québec. C'est des normes gouvernementales, tout ça. Fait que, je comprends tout ça, sauf que des fois, ça ne nous aide pas tant. Oui, je suis d'accord avec Pascal. On l'a vu quand Bourget a ouvert son programme. Au début, il n'était pas fédéré. Donc là, il ne jouait pas au Québec. Et là, ça avait créé un peu le chaos dans ce coin-là. Là, finalement, ils ont réussi à être fédérés. Fait que là, justement, c'est qu'on offre plus là-bas parce qu'ils ont des possibilités. Oui, ça vient avec des coûts monétaires plus élevés. Je pense à Stansted, ils ont des bourses. Bourget, je ne suis pas au courant, mais c'est sûr que c'est tentant d'aller là. Je regarde des joueuses qui vont dans des prep schools aux États-Unis. Tu ne peux pas rivaliser avec ça. Là, mais comme Pascal dit, ces joueuses-là ont toutes les opportunités que les joueuses qui jouent sur le circuit québécois ont. Donc, tant aussi longtemps que ça va être comme ça, je ne pense pas que ça va changer. J'avais entendu qu'il allait y avoir des règles qui allaient être un petit peu plus strictes pour nos programmes de prep school au Québec. J'ai hâte de voir comment ça va être appliqué au courant des prochaines saisons. Là. Puis quel impact ça finit par avoir, parce que là, on va l'amener là, justement, quel impact ça finit par avoir dans notre capacité à avoir des équipes universitaires québécoises qui regroupent autant que possible. Évidemment, il y en a tout le temps qui vont décider d'aller jouer ailleurs, c'est leur prérogative totale, mais avoir le plus possible nos meilleures joueuses québécoises dans nos équipes universitaires québécoises. Il y en a des très, très bonnes. Là. Je dis rien contre celles qui sont là. On a des excellentes et elles sont, ça n'enlève rien. Mais on le sait qu'il y en a des très bonnes qui partent. Est-ce que tout ça fait en sorte que, justement, non seulement on ouvre la porte, mais est-ce qu'on ne dirige pas de plus en plus un paquet de bonnes joueuses ailleurs en faisant, comment je pourrais dire, en laissant les opportunités ouvertes de cette façon-là?
Ben, écoute, moi, j'ai l'impression aussi que c'est des phases. Tu sais, je me souviens, bon, les Carabins, on est arrivé en 2009, puis à ce moment-là, tu sais, on avait regardé les chiffres des joueurs qui évoluaient sur l'équipe provinciale, l'équipe du Québec des moins de 18 ans au championnat canadien, puis qu'est-ce qu'elle faisait après. Puis l'exode, c'était extrêmement élevé. Là, c'était pratiquement 3/4 de l'équipe, sinon plus, là, qu'on voyait partir dans l'NCAA. Parce qu'à ce moment-là, bon, on était exactement dans la situation dans laquelle on va se retrouver cette année avec 4 équipes universitaires. C'est un produit qui était vraiment méconnu. Tu sais, moi, j'avais été dans le réseau collégial à l'époque au Cégep de Saint-Jérôme, puis on n'entendait pratiquement pas parler d'universitaires. Puis après ça, ben, dans les années qui ont suivi, bon, en ajoutant une 5e équipe, c'est pas parce que c'est les Carabins, mais tu sais, en ajoutant une option francophone, quelle qu'elle soit, en rajoutant une équipe, il y a eu un peu plus d'attention autour de ça. Il y a des francophones qui ont choisi de rester, puis ça a fait boule de neige. Puis, on a eu une époque, là, jusqu'à il y a peut-être 5, 6, 7 ans, qu'on avait la très grande majorité de nos filles qui restaient ici. Là, je n'ai pas regardé les chiffres, mais je pense qu'on en conserve plus qu'on en perd. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une tendance qui est revenue. On perd plus de filles de qualité qui s'en vont. La raison exacte, je ne le sais pas. Est-ce que justement, ça découle de cet engouement-là pour le prep school? Mais c'était là aussi avant. Tu sais, on a rajouté une offre avec Bourget, par exemple, mais ça, c'est récent. Il faut toujours se demander qu'est-ce qu'on offre ici versus qu'est-ce qui est offert là-bas qui fait que on pourrait réussir à convaincre ces gens-là. C'est sûr, dans le réseau universitaire, c'est un peu frustrant. Là, j'imagine que vous le savez, là, depuis 2013, on avait ce qu'ils ont appelé pendant 10 ans, entre guillemets, un projet pilote, où est-ce qu'on pouvait offrir des bourses qui dépassaient les frais de scolarité, ce qui est la règle de base dans U-Sport, c'est 100% des frais de scolarité. On pouvait couvrir en totalité ou en partie les frais de logement, puis les frais reliés au livre et tout ça. Sauf que, bon, d'abord, les universités n'ont pas bonifié nos budgets de bourse pour autant, ou à peu près pas, selon les institutions. Fait que oui, on avait cette règle-là, mais c'était très difficile de dire on va t'offrir une bourse complète. Puis même quand il y a des universités qui l'ont fait ou quand on a bonifié, on s'est rendu compte assez rapidement que ce n'était pas l'argent nécessairement, contrairement à ce que les gens peuvent dire, qui les attire aux États-Unis. Parce que les gens qui ont un intérêt pour aller dans l'NCAA ont cette idée-là dans la tête depuis longtemps, puis souvent ne viennent même pas visiter les universités ici au Québec. Il y a quelques exemples là, pour contredire ça. Je te dirais, par exemple, une Elisabeth Giguère, elle avait fait le tour, elle était venue visiter ici, elle était allée visiter pas mal les universités, fait qu'elle a pu comparer les deux produits, mais je te dirais 95% des joueurs se retrouvent en NCAA, on n'arrive même pas à les rencontrer pour une visite. Fait que, je n'ai pas toutes les réponses à savoir pourquoi il y a cet engouement-là, mais je pense que c'est souvent les installations, c'est les campus, c'est la compétition qu'il y a, le nombre d'équipes. C'est perçu comme étant un peu plus glamour. Fait que je pense que dans les dernières années, on a fait un meilleur travail à vendre le produit universitaire puis à le faire connaître. Puis on a juste à regarder là, le nombre de personnes qui viennent assister à des matchs, le nombre de personnes qui suivent les matchs en ligne, à quel point on en parle davantage dans les médias. Fait que, je pense qu'il y a beaucoup de bon qui est fait. Mais c'est sûr que là, avec le recul majeur qu'on fait à retourner à 4 équipes, j'ai un petit peu une crainte là, justement que ça enlève de l'intérêt sur le circuit. Puis en bout de ligne, ça va nuire à tout le monde parce que si plus tôt on pense à aller dans le NCAA, bien probablement qu'on ne se retrouve pas au cégep non plus. Si on ne se retrouve pas au cégep, bien on ne se retrouve pas à l'université non plus après ici au Québec. Fait que c'est des années qui nous attendent parce qu'on a beaucoup de questionnements, mettons. Beaucoup de questionnements, mais est-ce que la réponse passe par... Parce qu'évidemment, là, ce qu'on comprend pour ceux qui savent moins, c'est que Ottawa et Carleton retournent en Ontario. Ça a tout été des universités ontariennes, mais jouaient dans leurs équipes de hockey, jouaient au RSEQ. Là, retournent jouer avec la conférence ontarienne, ce qui fait qu'on retombe à 4 équipes ici au Québec. Est-ce que la réponse, c'est de créer des équipes universitaires ici, ou c'est de trouver une façon d'élargir les cadres d'un calendrier où est-ce qu'il y a des matchs hors concours, il y a des hors ou pro concours, là, peu importe, là, mais je veux dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour, si on veut, upgrader l'expérience d'une fille qui s'en vient jouer ici ou qui choisit de jouer ici versus les États-Unis et comme tu dis, là, admettons que nonobstant l'histoire d'argent, parce que ça reste que ça ne coûte pas très, très cher quand même à l'université au Québec là, quand tu es québécois. Donc, tu sais, c'est quoi là, qui va faire que justement on va réussir à dire, convaincre une fille, reste donc ici, ton expérience va être aussi bonne, puis ton développement va être aussi bon. C'est quoi qu'est-ce qui va réussir à justement les accaparer là-dedans, ou à accaparer leur attention puis leur intérêt à vouloir rester ici? Ben, moi, sans aucun doute, moi, ce que j'admire depuis quelques années de la Ligue universitaire
québécoise, c'est la parité, là, tu sais. Isabelle pourra nous en parler, mais il n'y a pas un soir qu'on pouvait tant prédire qui va gagner. Oui, cette année, Concordia a une saison parfaite, mais il y a quand même des matchs où Concordia s'est pas sauvé avec des victoires. Ça n'a pas toujours été facile. On l'a très bien vu en série éliminatoire, qui se sont fait surprendre d'aller à la limite. Mais moi, c'est ce que j'admire. Le pas en arrière, il est pas le fun au point de vue visibilité, je trouve, mais au point de vue qualité de jeu, ça va être intéressant à suivre, ces 4 équipes-là l'année prochaine. Là. En tout cas, moi, je trouve qu'avec la venue des nouvelles joueuses, ceux qui sont restés dans les dernières années, qu'on connaît, que nous, on a affronté collégial, moi et Léa, qui ont eu des saisons extraordinaires collégiales. Fait que, c'est là que je suis un peu... Je l'ai toujours dit, moi, là, je suis à Laval, puis oui, Laval, puis tout le monde me parle de Laval à toutes les fois qu'ils ont une chance. Sauf qu'à un moment donné, on a parti dans des rumeurs de Laval, Trois-Rivières, Sherbrooke, l'UQAM. Là, moi, j'ai décroché. J'ai fait, il faut-tu être déconnecté pour de ne pas comprendre que présentement, c'est pas ça qu'on a besoin. Là. C'est pas sûr que de rentrer 40 nouvelles joueuses dans le réseau universitaire dans la prochaine année, c'est possible. Là. Enlevez-vous ça de la tête. Il va falloir qu'on y aille étape par étape. Peut-être qu'une place géographique, Laval a un avantage géographique parce que dans l'Est, il n'y a rien qui est offert présentement, mais on s'arrête de parler là. C'est comme, pour moi, ça, c'est clair. Puis, peut-être juste une parenthèse que les gens ne savent pas, mais en Ontario, l'exode, là, c'est encore pire, sauf qu'on n'en parle pas dans les médias parce qu'ils ont 50 000 joueurs. Mais l'année passée, au Jeux du Canada, là, les 20 filles qui représentaient l'Ontario sont allées toutes à NCAA, les 20 sur 20. Là. Il n'y a pas une qui joue. Imaginez-vous si ces filles-là jouaient dans les Western de ce monde ou Queen, ça serait extraordinaire au championnat canadien, là, le calibre. L'exode se fait dans l'Ouest. Les meilleures joueuses de la Colombie-Britannique s'en vont toutes NCAA. Fait que, c'est une problématique nationale pour l'exode des joueuses universitaires. Parce que les problèmes quand on se compare, Philippe, effectivement, au Québec, on se plaint de l'exode, mais si on se compare à l'Ontario, Pascal l'a dit, là, tu parles de l'année passée, mais moi, j'ai regardé les années antérieures, puis même ils ont l'équipe dans les U18, quand ils ont les Ontario, les deux équipes, là, les bleus et les rouges. À un moment donné, j'ai regardé sur 3 ans, il y avait 2 filles qui étaient restées ici au Canada. Puis dans l'Ouest, on réussit, oui, il y a un exode fort, mais on réussit quand même à garder de bonnes athlètes qui sont là. Vous risquez même probablement d'en voir dans la ligue professionnelle, là, McKinnon, entre autres, la défenseur de UBC. Fait que sont un peu plus proches de ce qui se passe ici au Québec, mais je suis contente de t'entendre le dire, Pascal, parce que moi aussi, écoute, les cheveux me dressent quand je vois des gens qui disent que ça prend 2 équipes universitaires, puis là, on est rendu que les seules institutions qui peuvent offrir du hockey, ce sera des francophones, celles qui ne sont pas déjà dans le réseau. Mais quand on est rendu à 3 équipes d'élite de cégep francophones, c'est rêvant en couleur en maudit que de penser qu'on pourrait avoir 3 équipes déjà à 2. Si ça arrive dans un avenir rapproché, ça va être difficile. T'sais, nous, les Carabins, on est la seule option francophone, puis c'est pas facile de recruter des joueuses quand tu regardes les options qui sont là. Puis quand on regarde le côté positif d'être à 4 équipes, c'est que ça va peut-être faire en sorte que nos Québécoises qui allaient, par exemple, à Ottawa, il y en avait quelques-unes qui allaient à Carleton, mais c'était beaucoup moins répandu. Mais on a quand même beaucoup de filles du Québec qui sont allées à Ottawa. Bien là, ils risquent de se tourner vers les équipes ici si elles veulent rester au Canada. Parce que là, c'est plus la même game là, d'aller jouer en Ontario, c'est beaucoup de transport, c'est pas le même support financier parce qu'en Ontario, ça, c'est une des raisons potentiellement qu'ils ont de la misère à garder des joueurs, c'est qu'ils ont un cap pour les bourses à 4 500 $ par année. Peu importe les frais de scolarité, fait que ça peut aller en Ontario à 7, 8 à 10 000. Alors, eux sont peut-être à 40 ou 50 % des frais, alors que partout au Canada, on est à 100 %. Fait que pour une fille du Québec d'aller là, ça va lui coûter beaucoup plus cher que de rester ici. Fait que peut-être que l'effet positif, ça va être de garder ces filles-là ici. Et donc, la compétition qui était déjà forte risque de l'être encore plus. Là. Mais on a l'impression qu'il y a une histoire d'œuf et de poule dans le sens que si l'offre est moins grande, ça devient moins intéressant parce que tu te dis, OK, j'ai une ligue avec moins d'équipes, fait que les meilleurs se disent, hey, je vais aller ailleurs, ça risque d'être plus intéressant. Si j'ai trop d'offres, ça va diluer le produit. Fait qu'il y a un équilibre là-dedans. J'imagine que d'avoir une équipe de plus, admettons, là, on lance ça comme ça, que Laval, puis peu importe que ce soit Laval ou qui que ce soit d'autre, là, mais comme tu disais, il y a une forme de logique géographique, là, où est-ce que Laval aurait une équipe? Une de plus. Peut-être que ça aiderait, mais l'autre chose aussi là-dedans, c'est que
ce que je comprends, c'est que s'il y a un exode par les Ontariennes, un exode aussi par les filles de l'Ouest, c'est qu'il y a un attrait de la NCA qui est trop fort no matter what, parce que probablement ces programmes-là ont de l'argent des installations qu'on ne peut juste pas à côté. C'est ça aussi là, qui est la grosse affaire, puis qu'on aura jamais, je ne veux pas dire jamais, là, mais qu'on n'est vraiment pas à veille, disons, de compétitionner. Ça, je pense qu'au niveau des installations, on peut avoir des exceptions au Canada, comme si tu prends UBC, par exemple, c'est probablement une des équipes les plus fortes historiquement au Canada. La raison, c'est que le campus est extraordinaire, les installations sont extraordinaires, puis eux ont réussi il y a quelques années à avoir une parité entre le budget qui est donné du côté féminin et du côté masculin. Fait qu'en partant, ça fait que, on le sait, là, l'argent, ça mène le monde. Fait que ça vient faire qu'il accote un peu les programmes de la NCAA. Par la suite, je pense que, tu sais, faut voir que oui, ils ont des avantages dans la NCAA en termes d'installation, en termes de côté glamour, mais en termes d'encadrement de ce qui est offert, la qualité des entraîneurs, si on regarde à l'échelle canadienne, on est capable d'offrir des choses qui sont aussi bonnes, sinon dans beaucoup d'occasions meilleures que ce qui se fait aux États-Unis. C'est certain qu'on l'a toujours dit, celles qui privilégient l'académique, pour la majorité, vont rester au Canada. Aux États-Unis, leur force, oui, c'est l'argent, mais l'argent veut dire qu'il y a une forme c'est dealé un peu comme une business. C'est pas fait comme c'est fait ici. Ici, on fait encore du sport étudiant, fait que l'aspect humain dans bien des endroits est priorisé, alors qu'aux États-Unis, il y a de l'argent, ben il faut que tu gagnes, puis il faut que tu ramènes de l'argent, ce qu'on n'a pas comme pression ici. Fait que je pense que c'est une question de valeur aussi, puis de c'est quoi tes priorités. Mais on a gardé des athlètes exceptionnels. Ici, on peut penser, par exemple, à Montréal, à une Veillette. On peut penser à Amy Fecteau, qui est à Concordia. Jade Darny-Landry, qui était restée à McGill. Mélodie Daou, il y en a plein. Mais c'est parce que ça dépend juste c'est quoi les priorités dans tes valeurs. Puis dans l'Ouest canadien, pourquoi il y a plus de joueuses qui restent? Bien, c'est parce que aussi la qualité du réseau, elle est là. Les deux meilleures divisions, c'est la RSEQ puis l'Ouest. En Ontario, parce qu'elle le dit, ils partent toutes. Puis c'est dans la façon qu'ils voient leur système. Ils les forment pour qu'ils s'en aillent dans l'NCAA. Fait ils ont beaucoup d'équipes. Le calibre est dilué. C'est une des divisions les moins fortes au Canada. Fait que c'est sûr que ça crée moins d'intérêt. Fait que, oui, on va avoir une offre, mais plus le calibre est fort, plus il y a de la parité, plus c'est intéressant de jouer des matchs de hockey chez nous. Puis c'est ça qui va faire qu'on va garder nos joueuses. Mais il faut juste être patient. Au moment où on fait une transition de passer à 3 équipes francophones dans le cégep, je ne crois pas que c'est le bon timing pour partir une autre équipe universitaire. Puis soyez assurés que de tout cœur, j'aimerais ça avoir une autre équipe, éventuellement 2, mais si éventuellement on fait grossir la ligue, ça ne peut pas être 2 d'affilée. Il va falloir que ce soit une équipe seulement, puis qu'on joue à 5 probablement pendant quelques années. Mais quand est-ce que le timing va être bon? Moi, je vous dis que ça ne sera pas dans les 2-3 prochaines années, selon moi. Il va falloir que ça vienne après ça. Oui, puis Isabelle marque un bon point. Là. On a 3 équipes francophones au cégep. Moi, si je prends mon équipe en ce moment, là, j'en ai même mes Françaises de France, là, ils ne veulent pas étudier en français. Là. Ils veulent tous s'en aller étudier en anglais. Ça fait 3 ans qu'ils sont là-dedans. Isabelle, je pense que Audrey Gervais qui était à John Abbott, puis Marie Thériault qui était à Dawson, c'est pas mal les seuls là, qui étaient en anglais puis qui ont fait le switch en français. Mais c'est très rare que tu le vois, ça. Je parle à mes joueurs en ce moment, même mes francophones, là, ils n'ont aucun intérêt à aller étudier en français. Fait que, à 3 équipes anglais, 3 français, remplir 2 équipes complètes francophones, ça va être un enjeu difficile. Bien, c'est intéressant. Puis, tu sais, Isabelle, en plus, tu mentionnais l'aspect qu'il y a bien des filles qui ne vont même pas aller voir ce qui se passe au niveau universitaire ici parce qu'elles ont dans la tête d'aller dans la NCAA depuis longtemps. Et j'imagine qu'il y a un volet marketing à ça. Il y a un glamour attaché à « je vais aller dans la NCAA ». C'est pas vrai qu'à 13 ans, ils se sont tout de suite, ils ont fait l'analyse de « je vais être encadré d'une façon X ». Ils trouvent ça cool. Ben, je dis 13, là, tu peux avoir 16-17 quand tu y penses, là, mais tu sais, de dire « oh, je peux aller jouer à Colgate, je peux aller jouer à telle place ». Ils ont vu leur préféré à un moment donné. Ils ont vu Marie-Philippe Poulain aller là. Ils ont vu Eve Gascon aller là. Fait qu'ils se sont peut-être dit hey, « ça, c'est les spots que j'aimerais aller voir ou j'aimerais aller jouer parce que mon idole est allée là ». Fait qu'il y a un élément aussi là, de trouver une façon de faire un marketing sur ce qui se passe au Québec, puis ce qui se fait autant au niveau collégial qu'universitaire pour dire, tu l'as dit, on a un bon encadrement ici, nos coachs sont très bonnes. Moi, juste le nom de Caroline Ouellette devrait résonner très fort chez bien des filles, parce que tout ce qu'elle a accompli sur la patinoire. Il y a un élément là-dedans là, qui est à marketer. Est-ce qu'on fait assez pour ça? Est-ce que ce bout-là il est assez pris en charge? Ou est-ce qu'on n'a juste pas les moyens et le temps pour le moment de faire ça comme ça?
C'est sûr que je pense qu'on en fait pas assez, excuse-moi Pascal, puis on peut reprocher ça, mais en même temps, quand on regarde ce qui est fait, quand tu es ici en sol québécois, là, à part le fait que tu as des recruteurs qui viennent te voir, je ne vois pas où est le marketing de la NCAA comme tel. On ne voit pas ça à la télévision, on voit pas, c'est pas des matchs qu'on voit ici, à part si tu les cherches, on n'entend pas parler de nos joueuses quand ils quittent là-bas. Fait que pour moi, je pense que le marketing part de la sélection de l'équipe nationale. L'équipe nationale des U18, quand tu regardes les noms qui sont là, puis que tu as 13, 14, 15 ans, tu te dis, ben moi, si je veux aller là, c'est par là, il faut que je passe. Moi, je pense qu'il est là le marketing bien plus que, en tout cas, moi, dans la vie de tous les jours, j'entends jamais parler de la NCAA ni de nos joueurs qui jouent là-bas. Ben, moi, j'entends, tu sais, Marie-Philippe Poulin, elle joue à Dawson, là, puis il y a des joueurs qui se disent, mais on va aller à Dawson, puis après ça, on va aller à Boston University, parce que c'est ça que Marie-Philippe a fait. Exact. C'est que leurs modèles l'ont fait. Puis, tu sais, Melo, c'est dommage, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais ça en est une preuve. Elle a fait l'équipe nationale, elle a joué ici. Kim Saint-Pierre aussi, tu sais, c'est sûr que c'est des filles qui, ça date un peu. Mais là, s'il y a des filles comme Audrey-Anne, Amy Fecteau, qui peuvent percer l'alignement, être des beaux modèles pour nos joueuses, puis de voir leur tu sais, qui ont fait leurs études au Québec, qui sont capables de performer dans les hauts niveaux comme ça. Tu sais, là, on a Alexandra Labelle qui joue pro, on a Jade Daniel-Landry qui joue pro, Audrey-Anne va jouer pro. Là, on commence à avoir des représentations pour les jeunes, puis ça, je pense que ça peut avoir un impact. Oui, puis tu sais, je me rappelle, Isabelle a travaillé fort sur ce dossier-là. Je pense que l'erreur qu'on fait un peu, puis Isabelle, elle garde, je te lance des fleurs, mais tu as raison là-dessus, Isabelle, je te connais assez, que les valeurs académiques qu'on vend au Québec, ils sont pas assez mis de l'avant. Tu sais. Moi, là, j'en coach une pas pire présentement, là, je vous annonce qu'elle est recrutée de partout aux États-Unis. Là. Puis, ils vendent pas l'académique, là, la NCAA, ils font juste vendre, c'est ça, là. Ohio State, quand ils débarquent, là, il débarque un mardi matin à l'Arpidrome, là, il a pris un vol privé, il est débarqué, il vient vendre vient voir, il va l'inviter un week-end qu'il y a un match de football, puis, tu sais, ouais, mais tu vas étudier en quoi? Tu vas faire quoi? Il n'est pas capable de nous répondre, là. Sont pas, les parents, les étudiants ne sont pas capables de nous répondre. Tu vas étudier en quoi? Ils ne sont même pas capables de nous répondre. Ils font juste, la NCAA ont ce côté marketing-là qui prennent tout ce qui se passe dans le masculin et là, ils l'apportent, les grosses universités l'apportent dans le féminin. Puis, mais tu sais, quand tu te mets à parler de rencontrer Isabelle Leclerc un à un avec sa famille, ben, elle va te parler de ton cheminement académique. Tu veux faire quoi plus tard? C'est quoi tu veux un bac en quoi au Québec? Tu sais, moi, nous autres, à cette heure, en tout cas, nous, on travaille fort avec les athlètes pour leur dire, OK, on va t'orienter, mais c'est quoi tu veux? Puis des fois, on a des gros warnings qu'on sonne, hey, arrête de parler d'NCAA. Tu peux pas penser à aspirer à un métier qui a un ordre québécois de psychologue ou un ordre de physiothérapeute, puis de penser que tu vas avoir un bac américain puis qu'ici, tout va bien aller quand tu vas revenir. T'sais. Fait que, on a un travail éducatif à faire sur notre modèle québécois de dire, ben, nos universités, là, on a des solides universités qui vont faire de toi un professionnel dans le domaine, puis on va garder nos cerveaux au Québec. Je pense que ça, il y a un gros travail à faire de marketing social là, au niveau de nos athlètes D1. Là. Pascal, vraiment intéressant. Moi aussi, Pascal, je sais que tu fais le travail avec tes jeunes, mais nous aussi, là, si tu veux être enseignante, là, va-t'en pas aux États-Unis. Là. Voyons donc, si tu vas revenir ici, ça va faire 4 ans, puis ça vaut absolument rien. Il faut que tu retournes à l'université. Moi, ma meilleure amie a joué son hockey universitaire aux États-Unis, puis là, ça fait 5 ans qu'elle est aux États-Unis, rendue, elle a son visa, puis elle est rendue là, parce que si elle revient ici, elle ne peut rien faire, il n'y a rien qui est reconnu. Fait que là, elle reste aux États-Unis, puis c'est dommage parce que il y en a beaucoup que c'est comme ça qu'ils restent aux États-Unis après leur parcours parce qu'ils reviennent ici puis ils peuvent pas entrer sur le marché du travail. Non, mais tu sais, c'est ça. Je trouve ça vraiment intéressant que vous ameniez ça. Mon travail que je fais avec, oui, le hockey féminin, masculin, mais le football, le basket, le volley, soccer, j'ai des discussions avec toutes sortes de monde, puis c'est tellement... Puis, tu sais, évidemment, mon podcast, mon travail est axé beaucoup sur le volet sportif de la chose, mais je parle aux étudiants aussi, puis aux coachs qui ont cette approche-là, et de vouloir diplômer leurs jeunes qui sont là. Puis, il y a beaucoup de fierté, je trouve, c'est tellement intéressant d'avoir des gens qui sont en place, qui encadrent tous ceux qui ont cette priorité-là. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose où est-ce que
on n'éduque pas nécessairement nos jeunes ni leurs parents à dire que le cheminement, il est aussi scolaire, il va y avoir du après le sport. Vous allez être très, très, très rare ceux qui allaient vous rendre jusqu'au niveau qui fait en sorte que vous allez vivre de votre sport. Donc, à un moment donné, il faut encadrer tout ça avec un équilibre, montrer que tu ne perds rien à passer par ici au niveau sportif, mais tu gagnes au niveau académique. Bref, il y a un élément là-dedans, puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents, parce que c'est souvent eux aussi là, qu'il faut accrocher, pour qui, comme si l'école, ben, elle va être là de toute façon, fait que l'important, c'est le sport de mon kid. Puis, il y a quelque chose là-dedans qui est probablement, en tout cas, il y a peut-être un élément d'éducation. Je ne sais pas si c'est parce que c'est avec les coachs de plus bas niveau ou en général, il y a quelque chose à mentionner ou à faire valoir. Je ne sais pas c'est le rôle de qui exactement, mais il y a un enjeu là, pareil, d'encadrer les jeunes en dehors des seuls, le seul glamour sportif là, qui est autour des choix qu'ils font de cégep et d'université. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'ancienne fondation de l'athlète d'excellence qui s'appelle Aléo, si je ne m'abuse en ce moment. Ouais. Ça, c'en est une entité là, qui a mis de l'avant. Au départ, c'était des bourses au niveau universitaire pour les meilleurs profils sportifs et académiques combinés. Fait que là, ils ont des bourses intéressantes là, jusqu'à 10 000 s'ils restent ici au Québec, au Canada. Puis ils ont étendu ça au réseau collégial dans les dernières années. Fait que ça, c'est des genres d'initiatives qui sont intéressantes. Puis je pense qu'autour de 2014-15, avec Patricia Demers, qui était à la tête de la fondation, il avait fait un sondage auprès de 100 athlètes des sports qui vivaient une problématique d'exode. Fait que le hockey féminin, il y avait le soccer, le football, que je me souviens, peut-être le basketball. Puis dans ce sondage-là, ça avait été vraiment intéressant, les chiffres qui avaient ressorti. C'est qu'entre autres, une des questions, c'est sur la satisfaction de l'expérience vécue pour celles qui sont restées au Québec, celles qui sont restées au Canada et celles qui sont allées aux États-Unis, puis ceux et celles. Là. Le pourcentage de satisfaction le plus grand était pour ceux qui restaient ici au Québec et au Canada versus aller aux États-Unis. Donc, tu sais, ça, c'est des affaires que je trouve qu'effectivement, des fois, on est gêné de dire qu'est-ce qu'on fait bien. On fait beaucoup de bonnes choses. Puis, en termes d'expérience, vous connaissez autant que moi un paquet de joueurs qui ont quitté les États-Unis, qui sont revenus ici au Québec, même chose en Ontario. Et pensez à l'opposé. Combien de fois vous voyez des joueurs qui jouent universitaires, qui vont arrêter de jouer, qui vont changer d'institution? C'est quand même, en pourcentage, c'est beaucoup plus faible que ce qu'on voit ailleurs. Fait que je pense que ça prend davantage d'initiatives comme ça. Puis, quelques années après, puis ils ont refait le sondage avec le même groupe d'athlètes pour revoir qu'est-ce qui s'était passé après. Parce que moi, un de mes arguments, c'était de dire, OK, même si tu vas aux États-Unis et que tu as une bonne expérience, combien de temps ça va prendre après avant que tu travailles dans le domaine que tu veux? Tu sais, quel genre d'emploi tu vas trouver, etc. Parce que ma prétention, c'était que souvent, les joueuses que je connaissais, c'était de mon expérience quand j'avais coaché avec les Different Stars de Montréal avant que ça devienne les Canadiens, que beaucoup des joueuses qui étaient là, pratiquement toutes, avaient étudié aux États-Unis. Puis j'avais l'impression que personne n'était sur le marché du travail, était tout encore à l'université. Pas que c'est nécessairement pas correct. Tu peux faire 7-8 ans d'université si tu veux dans ta vie, mais je voulais juste voir l'impact. Puis ce qui est ressorti du deuxième sondage qu'ils ont fait, qui m'avait frappé, c'est un peu en lien avec ce que Léa a dit, c'est qu'il y avait, écoute, je ne veux pas me tromper dans les chiffres, mais je pense que c'est de l'ordre de 7 sur 10 dans ces eaux-là qui, après un séjour aux États-Unis, demeurent et établissent leur vie là-bas, donc on les perd. Fait que de là, c'est bien beau, on fait du hockey, mais au-delà du hockey, ça, c'est des jeunes qui sont des futurs dirigeants d'entreprise, qui sont des futurs leaders, des futurs professeurs, etc., qu'on perd. Fait que c'est pour là, quand les gens parlent que le gouvernement doit s'impliquer, pour moi, c'est pas tant nécessairement à créer des programmes de hockey et à nous aider à recruter, mais c'est de penser qu'on perd une main-d'œuvre, on perd des gens d'ici. Puis j'en ai des joueuses que j'ai coachées U18 qui vivent aux États-Unis, qui se sont mariées là-bas, ils ont fait des enfants là-bas, puis on ne les revoit plus. Fait que, tu sais, ça va au-delà de ce qu'on fait, puis je pense que ça, on n'en parle pas assez souvent. T'sais. Puis, tu sais, présentement, nous autres, on est en réflexion, tu sais, à chaque année, on se fait une réunion, puis on se dit qu'est-ce qu'on peut améliorer dans notre programme, puis qu'est-ce qu'on peut faire. Puis, tu sais, je pense que là, présentement, là, ce qui se passe au niveau professionnel, parce qu'ils ont sorti des chiffres, je pense, Isabelle, tu peux peut-être me corriger, mais 27-28 ans, la moyenne d'âge là, des 6 équipes cette année, là, c'était ça. Fait que, tu sais, quel est le plus beau chemin présentement pour dire, ben avant que tu atteignes la ligue professionnelle, là, ben, si ton rêve, c'est ça, ben, tu peux te taper 8 ans de hockey, 3 ans collégial, 5 ans universitaire canadien avec un encadrement d'entraînement sur glace, hors glace avec des entraîneurs compétents pendant 8 ans. Tandis qu'une fille qui va prendre le chemin haute ontarien ou prep school, ben, elle va faire seulement 5
5 ans post-secondaire ou 6 ans post-secondaire. Tu sais, c'est majeur, là. Fait qu'il va falloir qu'on soit capable, comme réseau québécois, de prendre cette opportunité-là et de dire, OK, les aspirations futures de jouer professionnel, ben présentement, la meilleure place pour un athlète pour maintenir ton statut puis de dire, OK, c'est quoi le meilleur encadrement pour devenir la meilleure athlète possible? Ben, c'est le réseau collégial puis le réseau universitaire québécois. C'est nous qui va offrir le plus longtemps d'années pour atteindre ton objectif. Je pense qu'il faut travailler là-dessus dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ouais, puis garder nos ambassadrices, tu sais, quand on regarde des Catherine Dubois, des Labelle, des Dani Landry, des filles qui ont fait leur hockey ici, des Mélodie Daou, ben, tu sais, même quand il y a eu le programme qui s'est créé à Bourget, moi, c'est sûr qu'on se dit, OK, ben là, ils vont venir chercher des filles déjà dans le bassin, au lieu qu'elles dans la HEQ vont s'en aller là. Là, vous me corrigerez si je me trompe, mais j'ai quand même vu des noms de joueuses qui ont signé au collégial. Fait que potentiellement que le fait que Mélodie Daou soit là, avec les valeurs qu'elle a et l'expérience qu'elle a connue, va faire en sorte qu'elle va encourager les gens, elle va parler positivement du réseau. Fait que ça, je pense que c'est d'avoir des Laurence Beaulieu, par exemple, qui coach des filles qui ont joué universitaire ici et qui sont capables de parler de leur expérience positive, mais c'est certain qu'ils ont une influence sur les jeunes, puis que ça va nous aider à conserver davantage de filles ici. Oui, Mélodie en avait parlé d'ailleurs quand il y avait eu la saga un peu autour de leur arrivée puis du non de la non-accréditation à Hockey Québec. C'était un des éléments qu'elle mentionnait souvent. Elle dit, tu sais, moi, je veux offrir d'autres opportunités, d'autres façons de faire, mais c'est sûr que je vais vendre autant le réseau qu'ailleurs. Ça dépend qu'est-ce que tu veux. Puis, regarde, tant mieux si elle le fait. Puis, je pense pas elle disait ça à tort et à travers. Là, je pense qu'elle avait vraiment l'intention de le faire. Puis, tant mieux si elle le fait. Mais au-delà de ça, parce que des Mélodie Daou, OK, il y en a une là. Placer le monde. C'est quoi le rôle? C'est à qui de prendre ce rôle-là, de justement faire cette vente-là? Est-ce que c'est les institutions ensemble, de se mettre ensemble puis utiliser le forum qui est le RSEQ pour dire, ben on dégage peut-être des sous pour dire, faisons-en la promotion, mais autrement que par, regarde, ce qu'on fait, c'est bon. Mais par le dire, est-ce qu'il y a une campagne de pub? Puis là, je dis pub, là, prenons-la très large, là, au sens que comment on peut amener ça à faire comprendre au monde, justement, à quel point c'est beau et bien fait, là, malgré. On peut décider de pointer des défauts dans la vie, là, mais comme tu l'as dit, Isabelle, on fait des bonnes choses ici et on évite à les oublier. Fait que qui a à faire ce travail-là? Oui, le gouvernement a assurément à s'impliquer, que ce soit en le supportant, mais est-ce que c'est au RSEQ en tant que regroupement? Là, quand je parle du RSEQ, là, je ne parle pas nécessairement de la permanence, mais je parle des gens, je parle des institutions d'enseignement comme telles. À quel point il y a un rôle à jouer de la part de ces gens-là pour faire valoir le sport puis comme vecteur pour garder et conserver nos cerveaux ici? Ben, moi, je pense que partager l'information est quelque chose qu'on fait peu au Québec. C'est comme nous autres, au niveau collégial, on a une super belle célébration du hockey féminin depuis 2-3 ans que je pense qu'on a mis en place ou que c'est des kiosques puis c'est une offre de service. Mais il faudrait peut-être penser à que cette célébration-là du hockey féminin devient aussi universitaire avec le chemin qu'il y a après. OK, si tu choisis Limoilou, Dawson, John Abbott, Saint-Laurent, ben après, c'est quoi l'étape suivante? Ben, qu'il soit présent cette journée-là pour donner de l'information aux universités. Moi, je trouve qu'on est rendu à. Ta question est super pertinente, mais on est rendu à l'étape de s'asseoir puis d'échanger l'information, comme Isabelle vient de donner une information super pertinente que je ne connaissais pas, qui avait au niveau de la fondation qui avait fait des sondages et tout. On garde beaucoup l'information pour valoriser notre D1, notre collégial, mais là pour aider le développement du hockey féminin, je pense qu'il faut qu'on travaille tout le monde ensemble. Puis c'est pas lancer la pierre sur Hockey Québec ou RSEQ, on n'est plus là-dedans. Là. C'est d'asseoir du monde autour de la table et dire, OK, là, comment on va faire du marketing puis de la visibilité positive pour que nos plus jeunes, parce que, moi, je suis convaincu que ce qui s'est passé cette année depuis janvier dans la Ligue professionnelle va amener une masse de jeunes filles que peut-être j'aurai pas la chance de coacher parce que je vais être trop vieux, mais là, présentement, là, cette masse de jeunes filles-là qui vont tirer sur papa, maman et dire « je veux jouer au hockey féminin », ben, il faut être capable de les accueillir dans nos arénas au Québec, puis il faut être capable de leur montrer des modèles. Puis, tu sais, Marie-Philippe Poulin, je l'adore, là, mais il faut qu'on crée d'autres modèles, que ça soit, tu sais, je regarde tout ce qui tourne autour. J'ai vu une pub de Gabriel Santerre, là, extraordinaire, qui a été faite l'autre fois, là, tu sais, c'est tellement des belles images, c'est tellement des
nous autres, à Québec, on a la chance d'avoir Laurence, est arrivée, puis elle a parti des mini-titans. Ils viennent à l'aréna, leur modèle, c'est les filles collégiales, mais c'est toutes des petites choses de même que je pense qu'il faut mettre de l'avant pour faire la promotion, puis accueillir cette masse, parce qu'il va en avoir là, on a vu dans les arénas dernièrement là, qui suivent la Ligue professionnelle, puis ces petites filles-là vont toutes vouloir jouer au hockey, puis il faut être capable de les accueillir, puis de montrer nos modèles, puis montrer qu'au Québec, on fait les choses comme du monde. S'il y a bien quelque chose qu'on n'a pas fait, ou en tout cas, ça fait quand même ma 16e année à l'Université de Montréal, je pense que j'ai souvenir d'une fois que j'étais assis autour d'une table avec tous les acteurs, ceux du collégial, de Hockey Québec, du RSEQ. Puis ça a été une rencontre de 90 minutes, puis on n'a plus jamais reparlé. Fait que, ça, pour moi, c'est une lacune. Puis de cesser de faire des actions qui sont individuelles, il faut être un peu plus corporate, comme dirait Daniel Sauvageau. C'est que, puis je recule il y a longtemps en arrière, quand je travaillais pour le cégep de Saint-Jérôme, je vais toujours me souvenir d'un appel d'un autre cégep qui voulait partir, qui avait appelé mon directeur des sports, qui voulait partir une équipe collégiale. Puis à ce moment-là, le directeur chez nous avait dit, écoute, fais pas ça, parce qu'il y avait les statistiques du nombre de joueuses qui graduaient. De chaque cégep, du besoin qu'on avait et le nombre de joueuses qui jouaient à 18 à ce moment-là. Puis qu'est-ce qui est arrivé quelques mois plus tard? Ils ont annoncé le début d'un programme. Puis depuis que moi, je suis dans le hockey féminin, on a vu des programmes créés, on en a vu un paquet mourir. Écoute, j'ai passé des doigts d'une main pour te les nommer. Fait que c'est souvent parce qu'il y a un désir, puis c'est un peu ce qui me fait peur des fois par rapport à, mettons, l'idée d'un programme à Laval ou à l'UQTR, tu sais. Il n'y a rien qui encadre ça. Puis demain matin, 2 universités qui veulent rentrer, ils vont rentrer, puis ils pourraient venir, je m'excuse d'anglicisme, venir scraper le portrait du hockey. J'irais même jusqu'à dire, tu sais, Ottawa et Carleton qui s'en vont, je ne comprends pas à ce jour encore ce move-là, parce que sur le plan financier, ça va leur coûter plus cher. Sur le plan du recrutement, ils viennent probablement de mettre un trait sur les joueuses du Québec, qui étaient, dans certains cas, leur force depuis quelques années. Fait que j'ai l'impression que souvent, on fait des actions individuelles parce qu'on a le goût d'avoir un programme de hockey, on veut partir une équipe ou peu importe. On prend des décisions, mais il est plus que temps qu'on s'assoie tout le monde autour d'une même table et qu'on prenne des décisions qui vont bénéficier à tout le monde, qu'on arrête de se regarder juste le petit nombril, là, parce que dans le fond, au final, si on pense juste à nous, ça va nuire à tout le monde, puis on va tous bénéficier si on s'assoit autour de la même table et qu'on comprend les réalités. Exemple, je peux te dire, j'ai parlé à un des entraîneurs du cégep cette année puis qui me dit, Isabelle, toi, est-ce que tu irais jusqu'à, entre guillemets, recruter une fille du collégial des deux? Puis je ne m'étais jamais posé la question parce que moi, je me suis dit, moi, je vais prendre celles qui sont bonnes pour jouer dans mon équipe puis qu'on a besoin ou différentes positions. Puis il m'a dit, ouais, mais est-ce que tu as pensé aux répercussions de ça? Si tu commences à repêcher dans le D2, bien là, justement, comme Pascal le dit, c'est quoi l'intérêt de bord d'aller dans le D1? Fait que tu peux aller où tu veux puis tu peux jouer universitaire après. Je ne m'étais jamais posé la question. Mais si on n'a pas cette discussion-là, je ne me la pose pas non plus. Potentiellement que tu as une fille de D2 qui s'en vient ici dans quelques mois, tu sais. Donc, ça, c'est des discussions qu'on doit avoir, puis chacun a la réalité, puis tu sais, des gens expérimentés comme ceux qu'on a aujourd'hui sur l'appel, on doit travailler ensemble, puis je connais pas la réalité collégiale comme eux la connaissent, puis je pense que ça, c'est un exemple qu'il faut s'asseoir ensemble, puis que c'est ça prend juste le leadership pour déclencher ça. Puis en même temps, tu ne voudras jamais empêcher ou t'empêcher d'aller recruter une fille des deux parce que ça se peut qu'elle ait fini son secondaire, puis à ce moment-là, c'était une fille de ce calibre-là. 2 ans plus tard, elle a grandi, grossi, je ne sais pas ce qui est arrivé. Elle a pris des cours on the side, elle s'est mise à mieux patiner, puis peu importe, elle est rendue de calibre universitaire. Ça se peut aussi, puis tu ne veux pas t'en empêcher, puis tu ne veux pas l'empêcher d'avoir ce chemin-là ou de cette ouverture-là juste parce que, tant pis, tu as joué des deux. Ça ne veut pas dire qu'on ne le ferait pas ou qu'on ne le fera pas, c'est juste que ça t'amène une réflexion de penser que chaque geste que tu poses, il y a une conséquence, puis de ne pas le faire aveuglément, puis justement de se concerter pour dire qu'est-ce qu'on veut faire avec notre D1, qu'est-ce qu'on veut faire avec notre D2, parce que, nous, on n'embarque jamais dans la conversation, les universitaires, mais s'il y a bien quelqu'un que ça impacte, au final, c'est nous, tu sais. Fait que c'est pour ça, je veux dire, je te dis pas qu'il ne faut pas le faire ou qu'on le fera pas, on n'est pas rendu dans la réflexion, mais juste d'avoir cette réflexion-là, ça démontre que des fois, de s'asseoir à la même table, il y a des gens qui peuvent te faire allumer sur des affaires, puis ça va peut-être influencer le cours des choses après, là, tu sais. Je comprends que tu n'étais pas dans les discussions quand je parle, mettons, à Dominique Ricard qui me mentionne qu'il y a des discussions, il y a bien du monde autour de la table pour jaser de l'avenir du hockey, dont le hockey féminin. Tu n'es pas autour de la table. Mon téléphone ne sonne pas bien souvent, je peux te dire ça. Pardon? Mon téléphone ne sonne pas bien souvent, je ne suis pas très occupée, là. Okay. Alors, je pense que le message est lancé. Un gros merci à vous autres. Sérieusement, c'est un tour de table très, très éclairant, très éducatif, je pense. Puis, ça met une bonne idée du portrait actuel du hockey, du moins dans nos cadres étudiants.
J'apprécie énormément que vous ayez pris ce temps-là. Je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter avant de finir, un message à lancer, mais franchement, je pense qu'il y a bien des choses qui ont été dites. Je vous laisse la parole pour finir. Y a-t-il quelque chose de plus à rajouter? Ben, moi, je dirais qu'il faut se servir de tout. Parlez-en bien du hockey féminin présentement. S'il y a eu un gros engouement depuis janvier, puis je pense que je lance toutes les fleurs à la Ligue professionnelle qui ont fait les choses de façon grandiose. Puis, il faut juste surfer. Puis nous qui étions en bas de la pyramide, ben il faut juste surfer là-dessus puis d'essayer de prendre la balle au bon puis dire à tout le monde, ben on va essayer de s'améliorer pour faire du hockey. Moi, je terminerai là-dessus. Je veux juste surfer sa vague puis dire, OK, on peut faire un grand pas avec ce qui vient d'être lancé au niveau professionnel. Donc, on surfe, on la prend, la vague, mais on ne la regarde pas juste passer. Exactement. Excellent. Un gros merci encore. Super apprécié. Puis, écoutez, on se jasera peut-être en privé ici et là, d'ici là, mais je vous souhaite surtout un bon été, un bon reste de printemps, un bon été, puis on se reparle au début de la saison prochaine pour voir ce qui se passe avec vos équipes respectives. Salut. Merci. Salut Philippe, merci.